Ma série parle beaucoup de ce besoin de se souvenir des erreurs du passé pour ne pas les réitérer. Pour être tout à fait honnête, surmonter ces traumatismes comme le fait Naruto me semble idéaliste et un peu naïf. Mais je crois que ce genre d'utopie doit exister et être défendu dans le shonen. Le genre se doit avant tout d'être porteur d'espoir. Même si ces paroles peuvent sembler à prime abord naïves et sans intérêt, elles sont en réalité celles de l'auteur et dessinateur culte Masashi Kishimoto, papa d'une œuvre qu'il est tout autant, Naruto. L'histoire d'un jeune homme rejeté de tous, puisqu'étant considéré comme une menace, est parti de rien pour devenir celui sur lequel tous pourraient compter, pour enfin leur prouver qu'il n'est pas ce que les gens pensent, leur montrer ce qu'il vaut réellement. L'épopée ainsi lancée, Kishimoto nous délivre là un message clair, au travers de son personnage principal. Peu importe tes objectifs, travail et persévérance sont la clé de la réussite, l'idée étant avant tout de croire en ses rêves, qui que nous soyons. Commence alors en plus de 72 tomes, 700 chapitres et des centaines de rencontres, le parcours initiatique de notre héros dans sa quête d'identité et de reconnaissance. Un parcours, une structure et un schéma narratif grandement inspiré de celle du symbole de Kishimoto et auteur d'une des œuvres les plus influentes de la culture populaire, Dragon Ball. Je me suis beaucoup inspiré de Dragon Ball pour concevoir Naruto, un roman initiatique où le personnage vieillit, où il fait régulièrement face à des épreuves de prime abord insurmontables et qui doit inexorablement apprendre à surmonter au prix d'efforts colossaux, et enfin une structure scénaristique qui se découpe en deux époques. Par la suite, et même aussi avant, ils ont été de plus en plus nombreux à vouloir à leur tour partager leur vision des choses, partager ce qu'ils avaient à raconter et transmettre ce qu'enfant ils ont ressenti. Ils ont été de plus en plus nombreux à vouloir à leur tour créer une œuvre qui serait porteur d'espoir. Ils ne se seront pas tous spécialement lancés en prenant comme base l'œuvre de Masashi Kishimoto. Certains se seront forgés par eux-mêmes un désir et une volonté de s'exprimer, quand d'autres se sont sentis poussés par l'émerveillement éprouvé lors de leur découverte de Dragon Ball. Ainsi, les œuvres de ce genre prirent en popularité et en influence, jusqu'à devenir une référence et un incontournable du shonen, manga destiné majoritairement aux adolescents masculins. Et ce procédé narratif prit par la suite le nom de Shonen Neketsu. Pour parler de Neketsu, il faut avant tout commencer par en définir le terme, lui donner un sens pour pouvoir par la suite en évaluer les facultés, et ce par une analyse très scrupuleuse de ce qui fait ou non d'une œuvre un Neketsu. Le terme Neketsu est un mot japonais pouvant être traduit par sang bouillant et désignant un procédé narratif dans lequel le récit se concentre sur un personnage principal dont les ambitions le pousseront à quitter son foyer pour vivre de folles péripéties. Péripéties par lesquelles il effectuera des tas de rencontres, enrichissant ainsi son expérience de vie et le faisant grandir. Tout ça dans le but d'un jour réaliser son objectif. Comme vous l'aurez sûrement remarqué, il s'agit ici d'une description très précise. Ce n'est pas étonnant puisqu'il s'agit là d'un genre très codifié. Les caractéristiques de celui-ci sont très claires. Le héros est un jeune garçon orphelin ou vivant séparé de ses parents, dont la recherche d'un père ou autre figure d'autorité portée disparue est très récurrente. Il a souvent une quête qu'il veut absolument réaliser et ce, quels qu'en soient les obstacles. Foncièrement honnête et innocent, il se révèle souvent naïf et doté de capacités ou pouvoirs hors normes, parfois magiques, dont l'étendue se révèle progressivement. En compagnie d'amis rencontrés durant sa quête, il lutte contre quiconque se dresse en travers de sa route et pour finir, lorsqu'il est sur le point de perdre ou de mourir, le héros se relève plus fort que jamais grâce à son envie brûlante de gagner. Le héros de Shonen Neketsu est alors placé au centre absolu de l'œuvre. C'est de celui-ci que dépend l'intégralité de l'histoire puisque c'est lui l'histoire. On comprend ainsi que le but de ce schéma narratif n'est pas de s'étendre sur l'univers préalablement créé par l'auteur, mais plutôt de se concentrer sur la façon dont le personnage principal va y évoluer et réaliser son rêve. Ainsi, la première œuvre à avoir pris le nom de Neketsu est celle du précurseur du manga moderne, Osamu Tezuka, la nouvelle Île au Trésor. Shiro. Sortie en 1947, la nouvelle île au trésor se veut de raconter les épopées d'un jeune homme nommé Pete à la recherche d'un fabuleux trésor. Sur sa route, il fera la rencontre d'un tas de personnages devenant ses alliés comme un dénommé Tarzan, cherchez pas à comprendre, mais aussi des ennemis comme des pirates ou encore des cannibales. Pour ce faire, une construction assez simple fut mise en place, le personnage principal tombe sur un objet que son défunt père lui a légué. Cela anime donc son désir d'aventure et il se lance dans une épopée au centre d'un monde qu'il ne connaît pas, à la suite de laquelle il fera la rencontre d'alliés. Mais aussi d'autres personnages mal intentionnés servant d'antagonistes ayant comme objectif de mettre des bâtons dans les roues à notre protagoniste. Presque chacune des caractéristiques étant respectée, voilà historiquement le précurseur du shonen, Neketsu. Mais on est tout de même loin de ce qui se fait aujourd'hui. Et pour comprendre les origines du Neketsu moderne, il faudrait remonter à il n'y a pas si longtemps que ça, le 20 novembre 1984, date de la première publication de Dragon Ball dans le Weekly Shonen Jump. Mais inutile de s'attarder dessus trop longtemps, mais c'est tout de même une œuvre mythique qui aura marqué les esprits de par son univers, ses personnages, ses chorégraphies de combat et sa construction. Inspirant encore aujourd'hui
aujourd'hui bon nombre d'auteurs. Et en fin de compte, quand on s'y penche, ce n'est pas tant Dragon Ball qui a fait du Neketsu ce qu'il est aujourd'hui. Certes, il en a su généraliser les codes, apporter des bases solides à un genre pourtant inaccoutumé au marché de l'époque, mais en parallèle, il y a eu un manga dont le succès dans nos contrées ne fut pas aussi important qu'aujourd'hui, une œuvre qui a su au fil du temps non seulement se renouveler, mais aussi renouveler le Neketsu tout entier, Jojo Bizarre Adventure. Évidemment, là aussi, je vais pas vous en faire le speech. C'est une série en plus de 126 volumes qui a su connaître un très grand succès grâce à son adaptation en animé en 2012 par le studio David Productions. Mais je vais tout de même vous en introduire les bases pour que vous puissiez connaître très brièvement ce qu'il en retourne. Nous sommes le 2 décembre 1986, date de publication du premier chapitre de JoJo's Bizarre Adventure dans le Weekly Shonen Jump. Hirohiko Araki ne savait à cette époque même pas vers où il se dirigeait. Ses précédents mangas n'ayant pas vraiment connu de grand succès, il décida alors de créer une œuvre divergeant le plus possible de ce qui se faisait à l'époque du Jump, et ce dès sa conception, en s'inspirant des plus grands films hollywoodiens dont il était un grand fan. À ça, il y ajouta sa touche déjantée et excentrique, des caractéristiques et particularités qui se font toujours encore sentir aujourd'hui. Faut dire qu'à l'époque, les gens n'aimaient pas beaucoup ce qui sortait trop de l'ordinaire. Faire une œuvre aussi occidentale dans son univers et ses personnages, mais pourtant si japonaise dans son âme et dans ce qu'elle dégage, ça a pas plu à tout le monde, et encore aujourd'hui, cette aura si distincte et intrinsèque à JoJo en déplaît à plus d'un. Mais selon Araki, quelque chose ne clochait pas dans son œuvre, qui commençait peu à peu à avoir du succès. Quelque chose pourtant au centre de son intrigue. Son personnage principal, Jonathan Joestar. Considérant lui-même son protagoniste comme trop lisse et ne dégageant rien de particulier, Hirohiko Araki décida de pousser l'excentricité de son manga encore plus loin, en faisant mourir son personnage principal. Une décision qui lui aura été bénéfique puisqu'en plus de pouvoir reprendre son histoire depuis le début avec Battle Tendency, il a pu peu à peu réécrire ses personnages principaux comme secondaires en allant carrément jusqu'à réécrire les codes mêmes de son univers. Qu'on le veuille ou non, JoJo's Bizarre Adventure a su entièrement influencer le monde du manga. Beaucoup de règles et de concepts aujourd'hui si anodines à nos yeux y sont issus, allant même jusqu'à littéralement réécrire les codes du Neketsu. Le principe d'énergie spirituelle permettant au protagoniste d'utiliser des techniques spéciales dépassant la logique même de notre monde, comme le chakra, le haki et bien d'autres, c'est issu de l'onde de la partie 1 Phantom Blood. Parfois, des univers entiers peuvent être inspirés par le manga de Araki, comme tout le délire autour de l'Égypte antique de Yu-Gi-Oh, influencé par la partie 3 Stardust Crusader. Et ça peut même être le cas de personnages de manga comme Hisoka de Hunter x Hunter, inspiré du célèbre Dio. Bref, Dragon Ball et JoJo ayant placé les bases solides d'un tout nouveau genre, on tient ici les pionniers du Neketsu moderne. Et après ça, bien vous connaissez l'histoire. L'âge d'or du Weekly Shonen Jump. Slam Dunk, Yu Yu Hakusho, Dragon Quest, City Hunter, Senseiya, Jojo ou encore Dragon Ball, si ces œuvres vous semblent cultes aujourd'hui, eh bien dites-vous qu'elles sont toutes issues du même magazine. Et à cette époque, elles se livraient une bataille acharnée pour être en mesure de se démarquer des autres. Certes, Dragon Ball avait déjà pris ses marques et était déjà fort populaire, mais ce n'était pas tant le cas des autres qu'on ne pensait pas pouvoir avoir une aussi grande influence à leur début. Du moins, pas avant l'arrivée du club Dorothée leur permettant d'être exportés dans nos contrées et marquant par la même occasion l'enfance de millions de personnes. Mais malgré tout ça, les mangas ne sont pas très bien vus par tout le public français. Ils sont considérés comme violents, pervertissant la jeunesse et contraires aux valeurs du pays selon certaines personnes très débiles à mon goût. Bref, on est encore loin de la popularité qu'ils ont acquis aujourd'hui, au contraire on se rapproche même ici plus du racisme. Mais revenons au Japon. De par cette période riche en découvertes et en révélations, ce que l'on peut constater c'est la place du Neketsu dans le magazine qui commence peu à peu à prendre de l'importance sans être primordial. Et de toute manière, des mangas de baston, il y en avait bien avant Dragon Ball, mais cette structure propre au genre du Neketsu, on ne pouvait que la retrouver chez lui ou encore chez Yu Yu Hakusho et Jojo. Mais ça, évidemment, c'était avant. La fin du XXe siècle fut sûrement, hormis ses débuts, la période la plus compliquée pour le célèbre magazine. Faut dire aussi que depuis que Dragon Ball s'est terminé, la Shueisha a énormément de mal à remonter la pente. C'était un symbole qui venait de s'envoler, sans lui, les ventes du magazine ont drastiquement chuté. Et cette fois, pas question de rallonger l'histoire comme il l'avait fait pour l'arc Freezer et Cell. Non, pour remonter la pente, il fallait un nouveau manga culte, un nouveau symbole. Si tu continues à t'obstiner ainsi, tu finiras par atteindre ton objectif. Après tout, travail et persévérance sont la clé de la réussite. Ces paroles de son éditeur sonnèrent aux oreilles du jeune Oda âgé de seulement 22 ans comme une révélation. Ça fait depuis tout petit qu'il avait envie d'écrire son histoire. Depuis tout petit qu'après sa découverte de Dragon Ball, il avait à son tour envie d'écrire une œuvre qui pourrait être porteuse d'espoir. Tous ses efforts
on finit par payer. Les années 2000 à 2010, une période qui a vu naître les perles du manga moderne, et avec elle, la commercialisation et la démocratisation du manga dans le marché de la BD en Europe. La période du Club Dorothée étant certes loin derrière et symbole de l'enfance de beaucoup de Français, ils sont dorénavant de plus en plus à diffuser chaque matin et à l'heure du goûter les épisodes de Naruto, One Piece ou encore Yu-Gi-Oh! Parce que oui, du côté du Weekly Shonen Jump, les réussites sont au rendez-vous. Yu-Gi-Oh!, Hunter x Hunter, Shaman King, Death Note, Reborn, Toriko, Kuroko no Basket et pour finir, ceux qui étaient connus sous le nom du Big Three, les célèbres One Piece, Naruto et Bleach. Et vous ne voyez pas quelque chose? Hunter x Hunter, Neketsu. Shaman King, Neketsu. Toriko, Neketsu. Naruto, One Piece, Bleach, Neketsu. Désormais, le genre fait partie intégrante du magazine, et chez nous, c'est la plupart d'entre elles qui nous vient à l'esprit quand on pense au manga. C'est principalement avec elle et grâce à elle que l'on doit à la BD japonaise sa montée en puissance chez nous. Malheureusement, depuis quelques années, on semble ressentir comme un vide. Naruto et Bleach se sont terminés prématurément, rushant la fin au possible. Hunter x Hunter donne de moins en moins de signes de vie. One Piece est toujours au top de sa forme, certes, mais sans ses rivaux, il ne fait qu'être le premier incontesté. Là où il fut un temps, il atteignait parfois même la 6ème place du classement. On finit par avoir cette sensation que dorénavant, plus aucun manga ne saurait devenir ce pilier sur lequel beaucoup ont reposé leur enfance. Désormais, rien ne semble être plus pareil. Si rien n'est fait, le magazine risque bien de foncer droit dans le mur. Cette idée, la Shueisha l'a bien comprise, et à vrai dire, elle l'a toujours compris. En même temps, le magazine a toujours eu une certaine structure. Des mangas d'action et d'aventure dans le haut du podium, des œuvres abordant des thèmes divers placés par-ci par-là, quelques mangas de sport pour équilibrer, et pour finir, des gag mangas à la fin pour rendre le tout homogène. Et s'il y a un genre qui s'achève ou qui ne plaît plus, pas de souci, on remplace. D'une certaine manière, un cercle vicieux, c'est comme ça que ça a marché et que ça marche toujours. Et d'une façon, c'est grâce à ça que l'on peut expliquer le grand succès des Neketsu. Lorsque Dragon Ball s'est achevé, ça a créé un vide tel que si celui-ci n'était pas comblé, l'entreprise allait faire faillite. Il fallait donc un nouveau manga de baston et d'aventure capable de prendre la relève et les jeunes auteurs n'ont donc pas manqué d'imagination. Ainsi, en alliant ce fonctionnement cyclique à l'exportation de la BD japonaise en Europe, on obtient la raison relative au succès de ces œuvres dans nos contrées. Ils sont arrivés au même moment. Et en parallèle de ces succès, on retrouve donc deux raisons nous permettant d'expliquer ce fameux sentiment de lassitude. Premièrement, le public a bien grandi. En effet, beaucoup ont vu leur enfance ou adolescence être marqués par des œuvres comme le Big Three, Shield 21 et j'en passe, et ont donc dû bouffer du Neketsu à la cuillère. Cela ne veut pas forcément dire qu'ils ne pourront pas apprécier Haikyuu ou Demon Slayer, mais simplement qu'ils se dirigeront par conséquent vers des œuvres ayant la capacité de leur apporter une expérience de lecture différente comme The Promised Neverland ou encore Dr Stone qui quant à lui, bien que reprenant les codes du Neketsu dans les grandes bases, les détourne complètement pour en faire une œuvre riche scénaristiquement parlant. Ce qui nous amène à notre second point, les Neketsu n'auraient plus rien d'original. Beaucoup se plaignent de la simplicité de Black Clover, reprenant bien trop les bases de Naruto, ou encore le fait que le genre soit tellement codifié qu'il en devient lassant et sans intérêt. Mais selon moi, la réponse se trouve dans la description même du genre. C'est un schéma narratif qui a justement pour ambition de nous raconter les épopées d'un personnage voulant réaliser son rêve. On s'en fiche de savoir si oui ou non il y arrivera, on veut savoir comment il y arrivera, à la suite de quelles épreuves il en ressortira plus fort et grandi. Le Neketsu est un genre tellement codifié que l'on finit par en venir à se poser non pas la question de qu'est-ce que ça raconte, mais plutôt qu'est-ce que ça m'apporte. Tu n'auras jamais la même expérience si tu lis Food Wars que si tu lis My Hero Academia. Pourtant, il s'agit bien de deux shonen Neketsu. Bref, de par ces deux camps, la Shueisha n'eut d'autre moyen que d'utiliser la meilleure des techniques, celle du cycle sans fin. Le marché de la BD japonaise est semé d'embûches. Rares sont ceux ayant eu la chance de réellement se démarquer. Et au fond, quel que soit le style de manga que tu souhaites faire, tu ne feras que prendre l'espace d'un instant la place d'un autre auteur. Et vous savez quelle œuvre a su à la perfection retracer ce schéma de façon subtile tout en proposant à ses lecteurs un point de vue différent sur la chose? Et ouais. Bakuman est un manga prépublié dans le Weekly Shonen Jump entre août 2008 et avril 2012 et réalisé par le duo à l'origine de Death Note, Tsugumi Oba et Takeshi Obata. Elle met en scène les aventures de Moritaka Mashiro, un jeune homme en 3ème année de collège et dessinant depuis son plus jeune âge. Réalisant déjà à ses 10 ans des mangas pour son oncle, ancien mangaka de renom qui suite à l'échec de ses nouvelles œuvres tomba dans l'oubli avant de décéder dans l'indifférence du public. Mais un jour, Akito Takagi, un garçon de sa classe, proposa à notre héros de faire un manga, mais celui-ci refusa ayant refoulé cette idée depuis bien longtemps. Seulement, après avoir entendu que l'amour de sa vie voulait devenir comédienne de doublage, Mashiro accepta de se lancer dans l'aventure après avoir fait la promesse à celle-ci que s'ils parviennent à faire un manga adapté en animé, elle doublerait la voix d'une des protagonistes et épousera celui-ci. Bakuman dépeint ici une image différente de celle que l'on pouvait avoir de l'univers de l'édition manga au Japon. C'est un milieu difficile, sans scrupules, où seuls ceux ayant travaillé dur pour réaliser leurs rêves ont une chance de l'atteindre. De par cette vision très laborieuse, on comprend rapidement que nos héros vont en baver s'ils veulent réussir à atteindre le haut du podium. Place sans cesse occupée par l'un des antagonistes
principaux et rival de nos héros, Eiji Nizuma, auteur de Crow. Tiens, un Neketsu. Tentant alors leur chance avec des one-shots pas toujours glorieux, nos deux héros essayeront alors une dernière fois d'écrire une œuvre capable de surpasser celle de Nizuma, mettant toutes les chances de leur côté avec Perfect Crime partie. Un manga à base de mystères et d'énigmes en tout genre, mais ne réussissant malgré tout pas à obtenir la première place incontestée. Place qu'ils finiront par obtenir au prix d'efforts colossaux avec River City, surprise, un manga de baston traditionnel. Toute la structure du Jump évoquée plus tôt s'y retrouve, les gags manga dans le bas du podium, ceux traitant de sujets divers à des places variées mais majoritairement au centre, et pour terminer, les Neketsu comme d'hab mis en avant. Bakuman reste et restera avant tout une œuvre complète, dont le fil conducteur réussit de façon magistrale à certes nous montrer les côtés compliqués de l'édition du manga au Japon, mais aussi avec brio le souhait de nous en montrer la partie fantastique. L'expérience de ce duo iconique, née principalement de leur observation sur Death Note, leur auront permis de réaliser une œuvre cohérente de bout en bout qui satisfera votre envie insatiable d'en apprendre plus sur ce monde que nous, occidentaux, ne connaissons que très peu. Un Neketsu ne changera pas, il n'est pas original dans ce qu'il raconte, il est dans les thématiques qu'il aborde, il a pour objectif de te faire grandir, de te faire rêver, de te faire quitter l'espace d'un instant ta réalité, le temps d'une aventure épique, aux côtés de personnages hauts en couleur, dans un monde parfois à la limite du magique. Il n'a pas pour vocation de te dépeindre une vision structurée et monotone du monde qui t'entoure, mais bien de t'aider à le voir autrement. Les efforts colossaux que tes personnages préférés tentent éperdument de réaliser ne sont pas forcément si différents que les objectifs que tu sauras fixer et jurer d'atteindre. Au contraire, c'est de par leurs efforts qu'ils essayent naïvement de te montrer que toi aussi tu peux y arriver. Le Neketsu est et restera à jamais un pilier du shonen, et l'idole que tu admires tant n'est pas si différent de celle que les jeunes de demain aimeront, car quoi qu'il arrive, c'est un genre qui continuera de subsister et qui continuera à nous pousser à aller de l'avant. Après tout, le Neketsu se doit avant tout être porteur d'espoir.